Et nous allons voir maintenant quel est le phénotype de ces patients. Les patients qui ont des myopathies nécrosantes peuvent avoir donc majoritairement soit l'anticorps anti-SRP ou anticorps anti-HMG-CoA, et une rare proportion d'entre eux seront sans auto-anticorps spécifiques. Les myopathies nécrosantes auto-immunes représentent environ 10 à 15% de l'ensemble des myopathies auto-immunes. Ce sont des maladies rares qui peuvent toucher les individus à tout âge de la vie, y compris dans les formes juvéniles, dès l'âge de 7 ans en particulier ou 5 ans, qui peut survenir. Le plus fréquemment, la maladie survient vers 50 ou 60 ans. Et il faut souligner que les patients qui ont une myopathie nécrosante associée à l'anticorps anti-HMG-CoA ont fréquemment une exposition préalable aux statines, qui est probablement un facteur déclenchant de la maladie. Il n'y a pas beaucoup de maladies ou de situations auto-immunes où on a pu mettre en évidence un tel rôle pharmacologique d'une molécule dans l'émergence d'une maladie auto-immune. Pour autant, l'exposition aux statines concerne principalement les sujets qui sont susceptibles de prendre ces traitements, c'est-à-dire des sujets qui sont plus de 50 ans. Et dans ce groupe de patients, la prévalence de l'exposition aux statines chez les patients HMG-CoA est aux alentours de 60 à 80 ou 90%. En revanche, dans les formes plus précoces de la maladie, l'exposition aux statines est plus faible, voire absente. Si bien qu'en moyenne, les séries pointent que l'exposition aux statines est d'environ 1 fois sur 2 dans ce groupe de patients. L'installation des symptômes est souvent aiguë, en quelques semaines ou quelques mois, avec des patients qui présentent un déficit de la force musculaire bilatérale et symétrique, qui s'installe donc relativement rapidement, et le déficit est sévère. Les patients ont souvent des douleurs musculaires ou fréquemment une dysphagie, et ce qui caractérise les myopathies nécrosantes, c'est la nécrose, donc c'est la libération du contenu de la fibre musculaire, et donc des taux importants de CPK. Il faut aussi souligner dès ici le fait qu'il existe environ un tiers des patients, selon les recrutements où sont faites les études et les séries, qui présentent à l'inverse un début beaucoup plus lent et progressif, qui n'est pas du tout celui qu'on a l'habitude de voir au cours des myopathies auto-immunes, et qui est plutôt celui qu'on observe chez les patients qui ont des maladies génétiques musculaires, et qui amène donc les patients en consultation de neurologie ou de myologie, et non pas en rhumatologie ou en médecine interne. Et ces patients ont des tableaux qui ressemblent à ceux de ceux qu'on observe chez les patients qui ont des maladies génétiques et qui en prennent tout à fait le masque, si bien qu'aujourd'hui, pour toutes ces formes dystrophiques, aujourd'hui, il est recommandé dès le début de s'assurer que les patients n'ont pas une maladie auto-immune nécrosante portée par l'un de ces deux auto-anticorps pour leur proposer des traitements avant de considérer qu'ils aient une maladie génétique. Donc on voit qu'au cours des myopathies nécrosantes, comme au cours des myopathies, le mode d'installation des symptômes est habituellement aigu, en quelques mois. En revanche, il est plus lent dans le groupe des myosites à inclusion, ce qui est une des caractéristiques, mais aussi rarement au cours des myopathies nécrosantes, dans environ 30% des cas. La topographie du déficit est elle aussi particulière. On dit que classiquement, à l'exception de la myosite à inclusion qui touche les membres distaux et les fléchisseurs des doigts, et de façon asymétrique, les maladies musculaires auto-immunes sont bilatérales et symétriques aux 4 membres. Et maintenant, il apparaît que les myopathies nécrosantes prédominent aux membres inférieurs, alors que la dermatomyosite, elle, prédomine aux membres supérieurs. La biopsie musculaire est un élément important pour le diagnostic d'une myopathie nécrosante. Elle doit être faite avec des analyses précises, des techniques de congélation rigoureuses et des techniques d'analyse et de marquage aussi délicates, ce qui implique l'utilisation ou sa réalisation tout au moins dans des centres experts pour permettre cette réalisation complète de ces tests, ainsi qu'une interprétation par des médecins experts de la pathologie. Ces médecins experts de la pathologie ne font rien d'autre que regarder chaque élément qui constitue le muscle, la fibre, le vaisseau, le tissu conjonctif, décrire la lésion élémentaire, analyser sa répartition pour pouvoir définir une sémiologie histologique et faire des hypothèses diagnostiques. Au sein des myopathies nécrosantes, la lésion élémentaire et la nécrose, qu'on voit représentée ici sur une coupe transversale d'une biopsie musculaire, où vous voyez ici des fibres qui sont pâles, évanescentes et qui disparaissent, qui sont des myopathies nécrosantes. Ici, j'ai choisi de représenter une biopsie sans la coloration des noyaux pour ne pas être gêné dans la description des fibres en nécrose. Une autre lésion élémentaire au cours des myopathies nécrosantes est la présence de dépôts, de compléments, qu'on voit ici à la surface des fibres de C5b9, qui est aussi une des caractéristiques des myopathies nécrosantes auto-immunes.
Quand on s'intéresse à la répartition de cette lésion élémentaire, au cours des myopathies nécrosantes SRP ou HMG-CoA, la nécrose survient dans tous les territoires musculaires, elle est répartie aléatoirement dans l'ensemble du fascicule. La nécrose musculaire n'est pas spécifique des myopathies nécrosantes, elle peut survenir dans d'autres myopathies auto-immunes, et en particulier dans le groupe des myopathies auto-immunes associées à l'anticorps anti-JO1. Et dans ce cas-là, la topographie, nous allons le voir juste après, est particulière et périfasciculaire. Au cours des dermatomyosites, il y a peu ou pas de fibres en nécrose, seulement dans un sous-groupe particulier qui est les dermatomyosites associés à l'anticorps anti-AMI2. La nécrose, nous le verrons juste après, est un événement rare, et qu'en creux, un élément indirect qui suggère l'existence d'une pathologie nécrosante et l'existence de signes de régénération. Ici, vous voyez en bas des coupes avec des colorations pour des marquages sur les fibres qui régénèrent. La coloration marque la présence de myosine néonatale fétale et que, encore une fois, on observe d'une part plus fréquemment des fibres qui régénèrent que des fibres qui sont nécroses et on voit aussi que la répartition est aléatoire dans l'ensemble du tissu musculaire dans les myopathies nécrosantes alors qu'elle est plutôt en zone fasciculaire dans les JO1. Effectivement, on voit ici que le pourcentage de fibres en nécrose est un événement rare puisqu'on avait pu observer que c'était 1-2% des fibres qui sont en nécrose au sein des myopathies nécrosantes. Et cette étude avait permis de montrer que les SRP étaient plus sévères, avec des nécroses plus fréquentes que les patients qui avaient des HMG-CoA, et que la nécrose au cours des HMG-CoA n'est pas différente en termes de fréquence par rapport au JO1. En revanche, ce qui les distingue, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que la nécrose survient dans les zones périfasciculaires au cours des myopathies JO1 ou dans les dermatomyosites quand il y a de la nécrose, alors qu'elle tombe par hasard dans la zone périfasciculaire au cours des myopathies nécrosantes où elle est répartie aléatoirement dans l'ensemble des fibres. On a vu aussi tout à l'heure que la régénération était beaucoup plus fréquente et qu'il y a presque 10 fois plus de fibres qui régénèrent dans une myopathie nécrosante que de fibres qui sont en nécrose. Et là encore, on observe des phénomènes de régénération, cette fois-ci plus importants, dans les myopathies nécrosantes HMG ou SRP que dans les autres myopathies. A l'inverse, au cours des myopathies nécrosantes auto-immunes, il y a peu d'inflammation comparé aux autres myopathies. C'est pour ça que d'une part, on parle de myosite et de l'autre part, on parle de myopathie nécrosante. Les myopathies auto-immunes ont toutes beaucoup de macrophages. En revanche, les myopathies nécrosantes ont peu de lymphocytes T, et quand on regarde la densité cellulaire des lymphocytes T, on voit que la densité est plus faible dans les myopathies nécrosantes que dans les myosites. Pour autant, on a pu observer que plus il y avait de fibres en nécrose et plus l'infiltrat de lymphocytes T spécifique, de lymphocytes T tout au moins, la densité cellulaire T augmentait, était corrélée positivement. Si bien que les myopathies nécrosantes où la nécrose est très prédominante vont finir par être associées à des signes d'inflammation importants qui sera tout à fait comparable à ceux qu'on peut voir au cours de certaines myopathies inflammatoires ou myosites. Et donc le caractère inflammatoire ne doit pas exclure une forme sévère de myopathie inflammatoire. De même, l'HLA de classe 1, qui, comme vous le savez normalement, n'est pas exprimé à la surface des fibres musculaires, à l'inverse de l'ensemble des cellules de l'organisme, au cours des myopathies nécrosantes, on retrouve peu ou pas de réexpression anormale de l'HLA de classe 1 à la surface des fibres musculaires, alors que c'est un signe très évocateur et quasiment toujours présent au cours des myosites, comme la dermatomyosite, la myosite à inclusion, ou le syndrome des antisynthétases. Ce qui caractérise les myopathies nécrosantes, c'est leur négativité pour l'HLA de classe 1, qui n'est présent que de façon aléatoire et patchy que sur les fibres qui régénèrent de façon physiologique. Mais encore une fois, lorsque la nécrose est importante, eh bien on observe une augmentation de l'expression de l'HLA classe 1 qui devient diffuse et comparable à celle qu'on peut observer au cours d'authentiques myopathies inflammatoires dans les cas où la nécrose est prédominante. Si on s'intéresse aux manifestations extramusculaires des myopathies nécrosantes, elles sont faibles ou absentes dans la majorité des cas. Comme vous le savez, au sein des myopathies auto-immunes, certaines d'entre elles peuvent présenter des signes cutanés. Ça représente 25 à 30% des cas. Et le plus souvent, c'est des signes de dermatomyosite. Et ça a été aisément décrit dès les années 70. En revanche, les autres manifestations extramusculaires sont peu ou pas décrites
ou utilisé dans les classifications, mais on sait que 20% des patients peuvent avoir des signes articulaires, arthralgie ou arthrite, que selon les études, l'atteinte musculaire cardiaque est présente jusqu'à dans 50% des cas. L'atteinte interstitielle pulmonaire est aussi une manifestation extramusculaire fréquente, et vous connaissez aussi l'association fréquente avec le cancer. Dans ce spectre de manifestations extramusculaires, quelles sont les manifestations qui surviennent au cours des myopathies nécrosantes? Finalement, seuls les anticorps anti-SRP auront des manifestations extramusculaires, et certainement la manifestation extramusculaire la plus fréquente est la présence de signes d'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque a été peu ou pas et mal décrite au cours des myopathies nécrosantes associées à anticorps anti-SRP, mais la plupart des études rétrospectives qui ont rapporté des séries de patients SRP ont noté des signes d'atteinte cardiaque sur la fois d'enzymes musculaires cardiaques, sur la fois d'échographie cardiaque, d'électrocardiogramme ou parfois d'IRM cardiaque. Et donc, il y a des signaux fréquents qui suggèrent des anomalies cardiaques, si bien qu'il est très probable que la maladie a un tropisme cardiaque, et nous avons malheureusement l'expérience de myocardites associées aux patients qui ont des myopathies SRP, parfois extrêmement sévères, avec des cardiomyopathies dilatées. Et ces observations ensemble conduisent à aller dépister l'atteinte cardiaque au cours des myopathies SRP, à l'occasion du diagnostic tout au moins, par la recherche d'enzymes musculaires cardiaques comme la troponine I, l'ECG, voire l'échographie ou l'IRM cardiaque en cas de suspicion. A l'inverse, au cours des myopathies associées à l'anticorps HMG-CoA, réductase, l'ensemble des séries qui ont été réalisées à ce jour n'a pas montré de signal en faveur d'une atteinte cardiaque spécifique au cours de cette maladie. Concernant l'atteinte respiratoire, elle peut exister au cours des patients qui ont un anticorps anti-SRP. Là aussi, elle est peu ou pas rapportée et mal rapportée, mais de fréquents signaux apparaissent, avec fréquemment des petits signes interstitiels qui sont décrits au cours des séries des patients SRP positifs. Et aujourd'hui, on estime, en compilant les séries rétrospectives, qu'environ un patient sur 5 peut présenter une pneumopathie interstitielle. Et l'expérience montre qu'il s'agit de pneumopathies interstitielles qui sont peu étendues, qui n'ont pas de traduction clinique et qui n'ont pas de traduction non plus gazométrique sur l'hématose ni sur les EFR en termes de DLCO en particulier. Elles n'ont finalement aucun retentissement notable pour les patients et elles font partie du spectre de la maladie. Les HMG-CoA, eux, jusqu'à présent, il n'a pas été rapporté d'association avec les pneumopathies interstitielles chez ces patients. Concernant les manifestations tumorales au cours des myopathies auto-immunes, vous savez que les myopathies auto-immunes ont été fortement associées avec l'association, avec la présence d'une dermatomyosite, ce qu'on voit bien représenté sur cette diapositive qui est une méta-analyse. Mais dans cette méta-analyse, ce qui est important, c'est de voir que la polymyosite, il existe aussi un surrisque qui est moins connu, mais qui est retrouvé par la plupart des études par rapport à la population générale. Puisqu'on sait que c'est un groupe qui est défini par défaut, ce groupe à risque, c'est des myosites à inclusion, des antisynthétases ou des myopathies nécrosantes. Il s'agit plus probablement de myopathies nécrosantes, puisque nous allons voir qu'il existe des anciens cas rapportés qui décrivaient l'association de myopathies nécrosantes associées au cancer, qui finalement posaient la question de l'association des myopathies nécrosantes avec le cancer, à l'époque où le groupe des polymyosites englobait cette entité. Pour essayer de répondre à cette question, on avait pu mener un travail dans le service, en collaboration avec divers services français. On avait recueilli un peu plus d'une centaine d'observations de myopathies nécrosantes définies par soit l'anticorps, soit l'histologie. Et on avait classifié les patients en 3 grandes catégories: la positivité pour l'anticorps SRP, la positivité pour l'anticorps HMG-CoA ou l'absence d'anticorps tout court spécifique des myopathies auto-immunes. Et puis on s'était concentré sur l'existence d'un cancer dans les 3 ans qui précédaient le diagnostic de la myopathie ou dans les 3 ans qui suivaient celui de la myopathie, pour voir des taux importants en termes de pourcentage, puisque 20% des patients en myopathie nécrosante séronégatifs ont un cancer, 11% chez les patients HMG-CoA et 4% par rapport à la population SRP. Pour voir si ce taux était anormalement élevé,
avec l'aide de l'équipe de Dijon d'épidémiologie, on a pu avoir accès au registre national de cancer et comparer l'incidence attendue dans la population générale à parier sur l'âge et le sexe de nos 3 catégories. Et ces résultats ont permis de montrer que les patients qui ont un anticorps anti-SRP n'ont pas de risque anormalement élevé, alors que les patients séronégatifs ont un risque fortement élevé. A l'inverse, les HMG-CoA ont un risque qui est plus faible, mais qui était significativement élevé par rapport à la population générale. Quand on s'intéressait à d'autres études, ultérieurement, les Japonais ont montré qu'en Asie, il existait aussi un surrisque de cancer au cours des patients HMG-CoA réductase, et que chez les populations, les études en tout cas nord-américaines, n'ont pas retrouvé ce risque élevé de cancer dans la population HMG-CoA. Suggérant que le risque au cours des HMG-CoA est plutôt modeste. En revanche, pour le SRP, toutes les études s'accordent à dire qu'il n'existe pas de risque de cancer notable. Quand on s'intéresse aux cancers qui surviennent, les cancers sont de tout type et on ne peut pas suggérer de chercher un site particulier de cancer chez ces patients. Et malheureusement, comme attendu, le fait d'avoir une myopathie nécrosante avec un cancer est un facteur de mauvais pronostic en termes de survie. Donc on arrive, grâce à ces auto-anticorps, à faire émerger un groupe homogène de patients sur le plan histologique, si bien que l'anticorps résume tellement bien le phénotype des patients que lors de la dernière classification NMC sur les myopathies, qu'on a pu organiser avec des Européens et des Américains, on a proposé une nouvelle définition des myopathies nécrosantes pour dire qu'en cas de suspicion clinique forte, devant la présence d'un patient qui a un site musculaire d'installation subaiguë en quelques semaines ou quelques mois, en l'absence de signes extramusculaires et devant des taux de CPK élevés, la présence de l'anticorps spécifique SRP ou HMG-CoA suffit à porter le diagnostic et à retenir le diagnostic sans avoir recours à la biopsie, et que dans ce cas de figure, on propose de ne plus réaliser de biopsie musculaire pour ces patients-là. En revanche, lorsque ces patients ne portent pas l'anticorps HMG ou SRP, la biopsie musculaire reste déterminante pour bien confirmer le caractère nécrosant et le caractère acquis de la maladie et inflammatoire, pour porter le diagnostic d'une myopathie nécrosante auto-immune sans anticorps. Et dans ces nouveaux critères diagnostiques histologiques, nous n'avons plus mis comme critère d'exclusion la présence d'inflammation, car nous avons vu dans les travaux précédents que l'inflammation pouvait être présente dans des formes sévères de la maladie. Les diagnostics différentiels de cette pathologie, dans les formes aiguës, en quelques jours ou semaines de déficit moteur avec des CPK très élevés, en l'absence de signes extramusculaires, j'ai remis ici sur cette diapositive les causes de rhabdomyolyse, car en fait ce sont celles-ci qui sont des sources et des causes de myopathie nécrosante. Il y a 2 grands groupes. Il y a des maladies nécrosantes qui sont médiées par le système immunitaire, qui est l'objet de cette présentation. Je ne passe pas en détail le fait que certaines formes de sclérodermie ont une myosite nécrosante, qui peuvent être une cause parfois de déficit moteur assez aigu, mais les signes cliniques sont souvent orientants. En revanche, devant le diagnostic nu de rhabdomyolyse ou d'élévation importante de CPK, il faudra toujours prêter garde aux médicaments, aux toxiques, en particulier en l'absence de causes évidentes comme le fait d'être resté longtemps sur le sol ou les crises convulsives. Il faut garder en tête qu'il existe des maladies génétiques qui sont sources de rhabdomyolyse de façon récurrente, qui est une cause et un diagnostic différentiel. De même, la génétique est aussi un diagnostic alternatif dans les formes lentement progressives de la maladie. Nous l'avons vu, il existe des formes juvéniles à début lentement évolutif qui miment une dystrophie musculaire, et qu'il est donc très important pour ces patients de s'assurer de la négativité des anticorps avant de conclure à une maladie génétique qui parfois n'a pas de solution génétique.